Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette session intitulée Reconsidérer la santé au niveau planétaire. Les épidémies ne connaissent pas de frontières, la Covid-19 en est l'illustration et pourtant l'apparition du virus s'est traduite d'abord par un repli sur soi des différents pays. Chacun d'entre eux a mis en place une réponse face à la pandémie sans concertation. L'OMS a été critiquée, Donald Trump a rompu ses relations avec l'organisation, l'accusant d'être une marionnette de la Chine. La pandémie ralentit, elle semble contrôlée en Europe, mais elle s'accélère aux États-Unis et au Brésil. Alors pour faire face aux pandémies, la santé devrait-elle être reconsidérée au niveau mondial? Comment finalement tirer les leçons de ce virus? Comment les États, les systèmes de santé pourraient-ils mieux coopérer? Faut-il réformer l'OMS? Comment préserver la santé comme un bien public dans un contexte budgétaire tendu? On en parle avec Christian Clot qui est à côté de moi, à ma gauche. Vous êtes explorateur France-Suisse. Vous avez traversé successivement 4 des milieux les plus extrêmes du globe, de par leur climat et leur variabilité, pardon. Désert iranien, Amazonie, canaux marins de Patagonie, montagnes de Russie orientale. Bref, vous disiez une partie de poker avec la mort à chaque expédition. Vous nous direz, Christian Claus, que finalement cette crise dit de la capacité de résistance humaine. On aura Sylvie Briand avec nous, qu'on attend toujours, qui est médecin spécialisé en maladies infectieuses, directrice de gestion des risques infectieux à l'OMS. Elle nous dira d'ailleurs si l'OMS doit être, oui ou non, réformée. Elle sera à Genève avec nous. Martin Fitchett, Global Head of Research and Development à Actelion chez Johnson Johnson, un des leaders pharmaceutiques mondiaux. Vous nous direz, Martin, finalement, où en est la recherche sur les vaccins. Et vous nous parlez de Bâle, en Suisse. Gorgi Ghosh est également avec nous, président du GPA, Global Policy Advocacy, à la fondation Bill et Melinda Gates. Vous vous occupez en particulier des relations avec les gouvernements et la société civile. Vous supervisez les bureaux d'Europe et d'Asie de l'Est et vous êtes avec nous à Vancouver, au Canada. Yvonne Mburu, vous êtes kenyane, chercheuse en immunologie, fondatrice et directrice générale de Nexakili. Nexakili, c'est un réseau professionnel de scientifiques africains. Vous êtes aussi membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique fondé par Emmanuel Macron. Et vous nous direz justement si les pays d'Afrique ont coopéré lors de cette crise. Et vous nous parlez donc de Nairobi, capitale du Kenya. Tilman Ruff n'est pas avec nous, mais il a été interviewé en amont. Il est médecin australien de la santé publique et des maladies infectieuses aux hôpitaux de Fairfield et de Royal Melbourne. Il a été également prix Nobel 2017 pour son travail sur les conséquences de l'utilisation des armes nucléaires. Enfin, j'ai à ma droite Isabelle Méjean. Bonjour Isabelle, docteur en économie de l'Université Paris 1, professeure à l'École polytechnique, spécialiste du commerce extérieur, également lauréate du prix du meilleur jeune économiste 2020 et membre du Cercle des économistes. Et avant de discuter, de commencer cette discussion, c'est vous Isabelle qui allez en introduire la problématique. C'est à vous. Merci beaucoup d'être avec nous, de participer à ce panel. Donc, la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus a finalement contribué à repositionner notre rapport à la santé comme un bien public à protéger. En quelques mois, on a vu que l'état sanitaire de tous les pays, des plus pauvres aux plus développés, est devenu un sujet de préoccupation majeur pour l'ensemble des acteurs économiques, politiques et sociaux. La progression rapide de l'épidémie a ravivé les critiques préexistantes adressées à la mondialisation et à la libre circulation des personnes. Mais ce que la crise a surtout mis en lumière, c'est la nécessité d'aborder la santé publique comme un bien public à l'échelle mondiale, quand les politiques de santé sont encore aujourd'hui très largement organisées à l'échelle nationale, y compris en Europe. On a entendu des appels à la coopération qui se sont multipliés, notamment dans la recherche et le financement du vaccin, mais on a vu aussi que le retrait des États-Unis de l'OMS montre que finalement la gestion de la santé au niveau planétaire dépend beaucoup de facteurs politiques et budgétaires. Donc à travers cette table ronde, on voulait aborder ces questions autour d'un panel très divers qui va nous permettre d'aborder plein de questions différentes. La mondialisation aggrave-t-elle nécessairement les épidémies? Les interdépendances économiques et politiques permettent-elles au contraire de faciliter une meilleure coordination sanitaire internationale? Comment aujourd'hui organiser un système de santé pour répondre efficacement à des pandémies qui, de fait, sont internationales?
comment préserver le bien public santé malgré un contexte qui va rester tendu au niveau budgétaire, et puis finalement comment améliorer l'efficacité et l'efficience des systèmes de santé. Merci Isabelle, de nombreuses questions et on va commencer avec Tilman Ruff. Il est médecin australien de la santé publique et des maladies infectieuses. Il va nous expliquer pourquoi le monde doit mieux se préparer, dit-il, aux pandémies qui sont par nature mondiales. Son interview a été enregistrée donc il y a quelques jours, puisqu'avec le décalage horaire en Australie, c'était compliqué de l'avoir avec nous. Vous pourrez réagir ensuite après l'avoir écouté. On écoute donc la réaction de Tilman Ruff. So thanks very much. Merci beaucoup de m'avoir invité à être parmi vous. Bon, ce n'est que virtuel, mais c'est bien mieux que de ne pas pouvoir participer du tout. Donc, quels sont les défis et pourquoi faut-il reconsidérer la santé sur un plan international? Je crois que la santé est un défi eh bien, pérenne et cette pandémie a souligné et mis au premier plan un problème qui préexistait. C'est bien sûr, la santé est une des réalités les plus centrales et les plus cruciales de notre vie d'humain, et nous avons vu que tant de progrès ont été faits en termes de longévité, d'espérance de vie, et bien sûr, c'est une préoccupation mondiale. Alors, je crois que par rapport à cette crise Covid-19, nous avons vu des réponses très diverses dans certains des pays les plus riches, avec à leur tête des chefs d'État et de gouvernement très arrogants. Et nous avons vu d'un autre côté dans des pays plus pauvres qui ne s'en sont pas si mal tirés. Je pense à l'Inde. Taïwan s'en est très très bien sorti. Et eh bien, n'était pas du tout proportionnel à leurs revenus. Je crois que ça nous a montré que de nouveaux pathogènes et de nouvelles maladies infectieuses vont continuer à émerger, et cela va s'accélérer du fait de ces flux de personnes. Et il y a une agriculture de plus en plus industrialisée, il y a une perte d'habitat naturel qui touche les populations animales et ont des répercussions. Tout cela font que les pandémies qui ont toujours existé deviennent plus probables. Et en dépit d'avertissements répétés suite au virus Ebola et à l'épidémie de SARS, eh bien, nous nous rendons compte qu'il nous faut être mieux préparés face à une pandémie. Cela, bien sûr, mis en lumière l'interconnexion dans laquelle nous vivons. Et la sécurité, eh bien, ne peut pas être uniquement le fait d'une sécurité militaire ou de défense, mais la sécurité de tous, de ne pas perdre leur emploi et de ne pas perdre leur santé. Et cela doit être pris en compte si l'on veut avoir une réponse efficace. Alors, certains changements qui étaient très très difficiles à faire advenir ont été faits dans cette situation d'urgence, et y compris par le biais de visioconférences via Zoom. Et je crois que, eh bien, il y a beaucoup de leaders femmes qui ont apporté la démonstration de leur efficacité, de leur raison, plus que beaucoup de leaders masculins. Et je pense que cela nous a rappelé également la fragilité de nos existences et que nous prenons trop de choses pour acquises, et de l'importance de défendre ce bien inestimable. Et bien sûr, le changement climatique est au cœur de tout cela. Le réchauffement est une menace, et également eh bien, la menace que représentent les armes nucléaires.
Je crois qu'il est absolument urgent eh bien, de combattre sur ces deux fronts, le réchauffement climatique et la menace représentée par les armes nucléaires. Cela déterminera à l'évidence la santé de la population du monde. Comment construire un système qui soit plus efficace? Eh bien, je vais juste partager avec vous quelques opinions. C'est une organisation tellement essentielle et j'ai travaillé avec l'OMS, notamment pour ce qui est des vaccins, et je suis toujours frappée par, eh bien, ce que peuvent accomplir un petit nombre de personnes très motivées. Euh, il faut savoir que l'OMS, ce n'est pas un budget faramineux. Et eh bien, un quart de ce budget est garanti par les contributions de tous les pays, seulement un quart. Donc, ce qui veut dire que les trois quarts du budget de l'OMS eh bien, doivent être assurés par l'OMS elle-même. Il faut donc eh bien, avoir une organisation qui permette une planification et de tirer parti de cette expertise. Merci beaucoup. Merci Tilman Ruff. Donc cette interview a été enregistrée il y a quelques jours. Christian Clot, je voudrais vous faire réagir. Alors c'est vrai que Tilman Ruff parle du réchauffement climatique et également donc de la façon de mieux lutter. Attendez, j'enlève mon casque parce que là je ressens un écho assez terrible. Et en fait, il évoque la vulnérabilité finalement des systèmes de santé mondiaux face à l'épidémie, en disant d'ailleurs qu'on a été surpris qu'à Taïwan, ils s'en sont beaucoup mieux sortis, par exemple, qu'en Europe. Vous avez monté une étude Covadapt, Christian Clot, avec le Human Adaptation Institute, qui a pour but de savoir justement comment les populations se sont adaptées au confinement. Vous qui explorez les frontières de l'humain, la santé, est-ce que c'est d'abord une affaire de cerveau et donc par nature, c'est universel? Oui, bonjour. D'abord, je suis très heureux d'être là, évidemment, pour parler de ce sujet qui nous touche toutes et tous. Et comme l'a dit Monsieur Tillman tout à l'heure, évidemment, il y a un aspect évident aujourd'hui qu'on oublie de prendre en compte quand on parle de médical au niveau de la santé, c'est clairement la notion environnementale. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute que cette maladie est une zoonose, est venue parce qu'il y a eu des restrictions d'habitat pour les populations animales et qu'on est aujourd'hui dans un moment où on doit changer de paradigme cognitif humain. Alors, en quelques minutes, je vais essayer de poser 3 points qui me paraissent fondamentaux aujourd'hui si on veut considérer la santé, non pas seulement pour guérir des maladies qui sont déjà là, mais pour essayer d'éviter les prochaines maladies. Premièrement, c'est clairement cette notion environnementale. Et aujourd'hui, on doit agir. On peut pas dissocier santé et environnement. Soit parce qu'on a réduit l'espace des animaux sauvages, soit aussi parce que le réchauffement climatique est en train de libérer, par exemple, avec la fonte du permagel, des nouveaux virus. On a eu un anthrax en 2016 qui est revenu. C'est des choses qui vont revenir plus en plus, donc on doit considérer l'environnement comme étant un facteur clé de la santé. Les virus risquent d'être plus fréquents. Les virus vont être plus fréquents, d'abord parce qu'il y a plus d'animaux qui ne doivent pas normalement cohabiter, qui cohabitent, et parce qu'on va en libérer par la fonte du permafrost. Deuxième chose qui est quand même fondamentale aujourd'hui, c'est dans la santé, c'est qu'on ne prend pas assez en compte la santé mentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de santé, on parle de médicaments, on parle de vaccins. Alors je dis pas que c'est pas important, mais on ne prend pas en compte la santé mentale et surtout les changements de paradigme cognitif qui sont nécessaires aujourd'hui pour faire évoluer les choses. Petit exemple, pendant le confinement, on a effectivement confiné quasiment un peu plus de la moitié de la planète. À certains moments, on n'a pas du tout réfléchi aux conséquences de ce confinement. Avec Covadapt, qu'on a mené avec mon institut de recherche Human Adaptation Institute, on voit qu'il y a quand même 20% de la population, 20% rien qu'en France, c'est 13 millions de personnes qui sont impactées traumatiquement de manière forte après le confinement. Et ça, personne n'en parle, personne ne le prend en compte. Mais plus que ça, toutes les personnes qui dans le monde ont été, par la crise économique, fragilisées par ce qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'on a tout fait en sorte pour que la médecine fasse son œuvre, mais les millions de personnes qui sont en train de mourir aujourd'hui de faim, de mauvaise santé et autres dans le monde, ça, on n'en parle pas tellement. Et je pense on que... a une approche trop restrictive de On a la une approche santé. beaucoup trop restrictive et je pense que Yvonne Mbourou pourra nous parler de ce qui se passe en Afrique et notamment de la fragilité de certaines populations. Quand j'entends dire que l'Inde s'en est mieux sortie, alors peut-être qu'au niveau viral pur, médical, ils s'en sont mieux sortis, mais à quel prix humain dans les bidonvilles indiens? C'est terrifiant ce qui s'est passé. Donc on doit vraiment prendre en compte ce changement de paradigme, cette manière de gérer les choses. Et j'aimerais bien savoir d'ailleurs comment aujourd'hui une fondation comme Bill et Melinda Gates fonctionne, parce que c'est très intéressant de privilégier les virus et les vaccins. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on traite la santé mentale? Et j'espère que Gardji Ghosh pourra nous en dire quelques mots. Enfin, dernier point qui me paraît quand même fondamental. Aujourd'hui,
aujourd'hui qu'on doit recréer la coopération internationale. C'est-à-dire que le réflexe du virus, ça a été de s'enfermer dans nos frontières. Ça a été de ne pas s'entraider. On a même eu des vols de masques des pays vers un autre. C'est quand même aberrant. Et aujourd'hui, on doit recréer une capacité de coopération et surtout de solidarité internationale. La petite note que l'OMS a publiée le 30 juin, qui refait la chronologie du virus et qui montre que ce n'est pas la Chine qui a averti l'OMS, mais l'OMS qui a dû demander une explication à la Chine. C'est pas pour accuser la Chine ici, pour dire « Ah, vous avez mal fait », mais on doit se questionner aujourd'hui de comment l'OMS, l'ONU, je regrette qu'il n'y ait pas un représentant de l'ONU autour de ce panel, aujourd'hui, comment ces grandes organisations internationales vont pouvoir refaire ce travail de créer une solidarité coopérative pour qu'on n'ait plus ce genre d'opération qui se passe aujourd'hui. Alors justement, Sylvie Briand, est-ce qu'elle est avec nous de Genève ou pas? J'attends de voir si elle est là. Bonjour Sylvie Briand. Au tout début, on est ravis de vous avoir. Alors vous, justement, vous êtes la personnalité qui fait partie de l'OMS de ce panel. Vous êtes médecin à l'OMS. L'OMS a été très critiquée, on le disait, Donald Trump a rompu les liens avec l'organisation. Cette crise a-t-elle été finalement le révélateur, tout simplement, des faiblesses de l'OMS et de l'incapacité des États à coopérer dans la gestion de cette crise? Non, je pense que, enfin oui et non. Je pense que d'abord cette crise, c'est une crise qui, avec comme toutes les autres crises, sauf que d'habitude elles sont peut-être plus localisées, comme Ebola en 2014 ou Zika en 2016. C'est des crises. Les crises, d'une manière générale, génèrent de la peur, génèrent de l'anxiété, génèrent, enfin des turbulences en fait dans les structures sociales. Et donc, je pense que cette crise, comme toute autre crise, était en train de générer exactement les mêmes types de phénomènes. Mais je pense que ce qu'elle met en exergue, c'est effectivement aussi la crise du multilatéralisme, d'une certaine vision du monde où les pays travaillaient ensemble pour des causes comme la santé. Et par exemple, dans les années 70-80, malgré l'époque de la guerre froide, les pays avaient été capables de se mettre ensemble pour éradiquer la variole. Maintenant, si on avait ce genre d'entreprise très, disons, mondiale pour éradiquer une maladie ou pour combattre une maladie, on voit que c'est beaucoup plus difficile. Donc l'OMS, pour l'instant, n'est pas cet écrin qui, en fait, entraînerait une vraie collaboration entre les différents pays. On l'a vu tout de même dans cette gestion de la crise. Alors en fait, l'OMS a le mandat pour le faire puisque les États membres ont signé en 2005, enfin ont renouvelé en 2005 ce qu'on appelle le règlement sanitaire international, qui était un règlement, enfin la version précédente avait été adoptée en 1969, en le modernisant, en y ajoutant des tas de choses qui n'étaient pas dans la version précédente. Donc on a un mandat théorique international, c'est ce qui nous permet d'ailleurs de détecter les maladies parce que comme la personne qui a parlé avant moi l'a mentionné, c'est notre système qui permet de détecter des signaux en fait d'épidémie et ensuite on demande à nos États membres de nous confirmer, de vérifier l'information et de nous donner plus d'informations sur ces signaux. Donc on a un système qui fonctionne, mais effectivement quand il s'agit d'avoir une réponse coordonnée, c'est très compliqué. Je pense aussi que ça reflète un peu l'état du monde, qui est quand même un monde qui est, enfin, l'économie libérale est plutôt basée sur la compétition, la concurrence, pas vraiment sur la solidarité. Donc, mettre en œuvre des principes de solidarité pour des domaines comme la santé, évidemment, ça, c'est plus compliqué. Il y a un problème de ressources également, ce que disait Tilman Ruff, 4 milliards de dollars de budget, un quart seulement est garanti à l'OMS. Oui, tout à fait. C'est une organisation qui a un mandat très fort, puisque quand même tous nos États membres, on a 194 États membres qui nous donnent ce mandat, donc c'est un mandat quand même important, mais effectivement très peu de moyens pour le mettre en œuvre, un budget très faible. On a une grosse activité qui est une activité technique, c'est-à-dire de développer des normes, des standards, des guides techniques, et on a très peu de personnes pour le faire. Très peu de personnes, et ça a été pollué par les rivalités politiques également. Ah ben c'est certain que
la politisation, je ne sais pas si ça se dit, mais du débat sur certaines, par exemple, l'hydroxychloroquine, les masques, les modes de transmission. C'est vrai que ça complique énormément, en fait, la mise en œuvre des interventions parce que on est face à une nouvelle maladie sur laquelle on ne connaissait rien il y a quelques mois. Même si la science fait énormément de progrès, elle avance très très vite, mais comme tout processus scientifique, on n'arrive jamais à la vérité en un seul coup. Il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver à vraiment comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc c'est normal, dans la communauté scientifique, il y a des débats, il y a des échanges de points de vue, et ça fait partie du processus de mise à jour, en fait, de la réalité par la communauté scientifique. Mais ces débats sont souvent instrumentalisés, utilisés à d'autres fins, et c'est très compliqué du coup d'établir des normes et des guides auxquels les gens adhèrent et auxquels les pays donnent leur confiance. Surtout que le temps scientifique n'est pas forcément le temps politique. Du tout, exactement. Martin Fitchett, vous travaillez pour un géant américain de l'industrie pharmaceutique qui fait des recherches sur les vaccins. Où en est, vous êtes, vous, donc à Bâle, en Suisse, où en est votre recherche justement d'un vaccin contre le Covid? Vous allez commencer des essais cliniques ce mois-ci. Il y a une concurrence très forte entre les laboratoires. Est-ce que la collaboration sera suffisamment forte pour qu'il puisse y avoir un vaccin accessible à tous? Tout d'abord, merci pour cette invitation. Je voudrais commenter sur le concept de la collaboration et développer un peu, parce que c'est certainement le débat des 15 dernières minutes pour moi en tant que... Ce que je peux vous dire, c'est que la diplomatie de la science est vivante et va-vient. Et cette entreprise scientifique, cette voie vers le vaccin, c'est d'abord le partage d'un code génétique du vaccin, donc par des chercheurs chinois, ce qui nous a permis, nous et d'autres entreprises et institutions gouvernementales et autres institutions, de commencer, ça nous a permis de commencer les recherches. Et maintenant, on a identifié les séquences si on arrive à séquencer ce virus, on pourra déterminer le vaccin. Mais la collaboration que nous vivons est sans précédent, je dois dire, à une scale scientifique, R&D, partage d'informations, les collaborations entre entreprises, institutions gouvernementales, institutions de santé, les universités, les gouvernements. Honnêtement, c'est une collaboration sans précédent et c'est pour moi une partie très positive de cette crise. Et maintenant, au niveau des vaccins, certainement, comme vous l'avez dit, les choses progressent et nous allons commencer la phase 1 d'une étude la semaine prochaine, en fait, d'une étude clinique aux États-Unis et dans une quarantaine des cohortes de plusieurs milliers de patients. Et donc, nous allons déterminer l'immunogénicité, l'innocuité du vaccin. Et donc, nous sommes très positifs de ce point de vue. Martin Fitchett, mais on a vu tout de même Donald Trump qui parlait des vaccins qui doivent être d'abord pour les Américains. On a vu d'autres pays, des conflits. I'm not getting translation right now, Stephanie. Stephanie. S'accaparer ce fameux vaccin. I can hear you now. I can hear you now. Okay. Could you start again? Allez-y, madame, on repart. Répétez votre question, madame. Plus. Allez-y. C'est bon. Okay. I can't. Can you translate it, please? Ah non, je vous entends toujours pas. Madame, répétez la question. Est-ce qu'on peut demander à madame de répéter la question, s'il vous plaît? Vous parliez de collaboration, Martin Fitchett, entre les différents laboratoires, les ONG, une collaboration, vous dites, totalement historique pour la recherche de ce vaccin. Or, c'est vrai que nous, on a vu un Donald Trump essayant de dire que le vaccin, il serait d'abord pour les Américains. Et on a vu beaucoup de concurrence, d'ailleurs, entre les pays, avec chaque pays essayant de s'accaparer ce fameux vaccin. J'aime bien ce concept de réfléchir à la... D'abord, il y a la science, parce que la première chose que l'on fait, c'est d'abord créer, développer un vaccin
efficace à grande échelle. Quelles que soient les conversations au niveau des politiques, ce n'est pas la priorité. Et si on y réfléchit, sauf si on, à moins de créer un tel vaccin et de produire des milliards de doses en 2021 dans toutes les installations les unes du monde, ceci devrait nous permettre d'avoir une distribution mondiale. Et c'est un point important sur lequel je dois insister, donc il faut le répéter. Il faut vraiment traiter chaque partie du monde sur un pied d'égalité. Donc, et on veut que le monde soit sûr dans son ensemble. Et si on ne traite pas des vaccins, on ne donne pas des vaccins dans le monde entier, on n'aura jamais de fin de cette crise et on n'aura jamais une sécurité mondiale. Donc, on ne peut pas permettre à cette épidémie de continuer à se propager dans cette partie du monde et pas dans d'autres. Parce qu'enfin, le monde ne sera jamais un endroit sûr tant que nous n'aurons pas éradiqué ce vaccin, ces modalités de propagation. Et vous êtes optimiste sur un vaccin qui soit abordable et pour tous? Un ou plusieurs d'ailleurs. Oui, je suis optimiste. Avec la R&D, vous savez, c'est toujours un optimisme prudent. Il faut voir ce que les études vont nous montrer. Notre vaccin est basé sur une plateforme scientifique ou un vecteur, comme on l'appelle. Nous avons un certain nombre de données de sécurité et d'innocuité, mais nous devons continuer les études. Et les études vont nous démontrer si on peut créer une réaction immunitaire et si ce virus est sûr. Ce vaccin est sûr, pardon. Et donc, l'idée est que nous puissions être prêts à un déploiement à l'international. Donc, il faut pouvoir passer à une échelle vraiment importante. Et donc, si les résultats sont positifs, eh bien, nous serons prêts à un déploiement rapide et à grande échelle. Donc oui, je suis optimiste, même si je suis prudent. Avec nous donc à Vancouver. Vous travaillez, vous, pour la fondation Bill et Melinda Gates. La fondation représente à elle seule plus de 46 milliards de dollars, d'après ce que j'ai vu, 46,8 milliards de dollars. C'est l'acteur non étatique le plus puissant de la planète. Avec le retrait du financement américain de l'OMS, la fondation Bill et Melinda Gates devient le premier contributeur de l'OMS. Mais vous financez des projets précis au sein de l'organisation. Est-ce que vous trouvez normal qu'une fondation soit le premier contributeur de l'OMS? Est-ce que ça n'illustre pas justement le manque de coopération entre États? Oui, merci. Eh bien, merci beaucoup d'abord pour cette invitation aux rencontres, même si ce n'est que virtuel cette année. Cette pandémie est une menace qui nous a isolés et nous a montré combien nous étions interconnectés. Mais pour la surmonter, il est évident qu'il nous faut une action internationale sans précédent et une collaboration pour faire deux choses. D'abord, pour continuer à ralentir la diffusion du virus et minimiser les perturbations sociales et économiques. Et donc, il faut un accès thérapeutique et diagnostique pour tous. Et comme on l'a dit précédemment, les virus ne connaissent pas de frontières. Donc, on ne sera pas protégé tant que tout le monde n'est pas protégé. Et nous commençons à voir des pays, comme vous l'avez dit, qui entrent en concurrence pour la production de vaccins ou pour la promotion de médicaments comme la dexaméthasone sur leur seul marché intérieur. Il y a une obligation des pays à protéger leurs citoyens, bien sûr, mais cette obligation, en fait, devrait les contraindre à penser à une échelle internationale. Et donc, il ne faut pas, bien sûr, face à une telle menace, que les vaccins ou les traitements ne soient disponibles qu'aux plus offrants. Et cette circulation du virus, bien sûr, cause beaucoup de morts. Mais il y a également les dégâts économiques qui pourraient avoir des répercussions pendant des décennies. Donc,
On voit à quel point l'économie mondiale pourrait se rétracter, se contracter de 5%, et même au-delà. La Banque mondiale prédit que 90 millions de personnes en plus risquent de tomber dans la pauvreté. Mais aucun de ces problèmes, aucune de ces menaces ne peut être surmontée isolément. Il faut qu'il y ait une coopération internationale. Et cette coopération internationale a été insuffisante, c'est une évidence. Donc, ce qui a été fait autour du vaccin, montre quand même qu'une coopération est possible, même si elle est insuffisante. Et donc, il faut une réponse globale coordonnée. En termes de R&D, Coordonner, ça veut dire les États, les ONG, le secteur privé, tout le monde autour de la table? oui, absolument. Je vais vous donner un exemple de là où on a vu des progrès réels. Les gouvernements et les institutions ont lancé le Acte A, qui est un accélérateur, et en France, il y a eu, à l'initiative du président Macron également, ce projet Acte A, et avec une stratégie R&D très volontariste qui a été lancée il y a une semaine. Et il y a 3 partenaires dont je voudrais parler en particulier. Alors, il y a Cervi, qui est la coopération pour l'accélération des vaccins. Gavi, c'est une alliance autour des vaccins qui réunit les gouvernements avec la société civile, les laboratoires pharmaceutiques qui développent des vaccins. Et ils ont lancé le mécanisme COVAX, qui est un mécanisme qui doit permettre la distribution internationale. Et l'OMS est un partenaire essentiel. Il travaille à développer des recommandations pour l'allocation des vaccins sur la base de critères qui pourraient permettre le progrès de la santé pour le progrès économique. Donc je pense que toutes ces institutions, toutes ces entités sont essentielles. Yvonne Mburu, l'Afrique était le continent finalement le plus épargné par la Covid-19, mais la donne a changé, en particulier en Afrique du Sud, puisque c'est devenu l'épicentre du coronavirus en Afrique, avec plus de 60 000 cas, d'après ce que j'ai lu, 1300 morts. Vous êtes à Nairobi, au Kenya. D'abord, comment ça se passe à Nairobi? Quel a été le niveau de coopération des États sur le continent africain? Bonjour, je veux juste d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à cette débat. Alors, au Kenya, nous sommes aux alentours de 7000 cas. Il y a eu effectivement les semi-lockdowns, comme on les appelle, avec les couvre-feux, etc. Mais la vérité, c'est qu'on vit dans une espèce de paradoxe où il n'y a pas une épidémie très évidente. Par contre, on souffre les effets économiques. Sans vraiment voir, par exemple, sans vivre ce que vivent des citoyens de l'Europe, etc. Alors, au niveau africain, c'est vrai que j'entends ce que disent les autres. C'est très intéressant la question de coopération. J'ai envie de dire 2 choses d'abord concernant l'Afrique. C'est qu'on a eu quand même 2 choses à notre faveur tout au début de cette épidémie. D'abord, l'expérience que nous a des maladies infectieuses nous a bien servi puisqu'on a déjà vécu les cas d'Ebola en 2014 et même en ce moment en RDC, c'est encore une épidémie. Il y a d'autres maladies infectieuses comme la fièvre Lassa, paludisme, etc., qui ont quand même donné une sorte de mémoire institutionnelle sur ce continent qui permet déjà de mobiliser dès le départ un certain nombre de volets sur lesquels on peut coopérer. Après, c'est qu'on a eu aussi la chance de voir cette épidémie de Covid nous arriver avec un peu de retard, ce qui a permis de se préparer en amont pour l'arrivée de ce nouvel coronavirus. Alors, effectivement, il y a eu une coopération en Afrique, une forte coopération, mais l'histoire n'est pas complète si on le dit comme ça, parce qu'il y a des volets encore à améliorer. Mais sur la coopération, par exemple, institutionnelle,
on a vu une forte mobilisation autour de l'Union africaine, notamment à travers le président en exercice actuellement, le président Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, qui a réuni autour de lui très vite les chefs d'État pour discuter effectivement comment s'adresser à cet enjeu qui était devant nous. Il a tout de suite mobilisé 4 voies spéciaux pour aller mobiliser des fonds internationaux pour effectivement amorcer tous les effets économiques qui vont arriver dans plusieurs pays en Afrique. Donc, la démarche elle-même, elle est déjà une démarche qui apprécie le niveau de coopération qu'il faut avoir si on va faire à cette épidémie. Il y a effectivement une forte mobilisation et coopération du secteur privé et de tous les acteurs, que ce soit non seulement du secteur privé, mais les entreprises, les institutionnels, etc., plateforme de fourniture médicale afin de faire en sorte que l'achat des masques, l'achat de tests, le kit de tests, les diagnostics, etc., et même les équipements médicaux soient coopérés au niveau continental et d'éviter effectivement cette espèce de compétition qui s'est montrée très évidente dans les pays occidentaux. Et puis finalement, il y a eu effectivement une très forte coopération au niveau de Africa CDC, qui est l'institution de santé publique qui est rattachée à l'Union africaine et qui a permis de très vite mobiliser les laboratoires parce qu'il n'y avait qu'une poignée de pays qui avaient la capacité de diagnostiquer au tout début, mais il y a les chercheurs, que ce soit de l'Institut Pasteur à Dakar, de Nigeria, de l'Afrique du Sud, etc., qui se sont mobilisés pour aller dans plusieurs pays et former les techniciens afin de pouvoir diagnostiquer ce virus au moment où ça arrive dans les pays. Alors, cette coopération, donc, effectivement, doit aller encore plus loin, la coopération scientifique, parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont encore plus grands en termes de coopération scientifique. Mais j'ai juste envie de dire qu'il y a toujours eu que les maladies infectieuses sont des problématiques liées aux pays du Sud. Et heureusement que Covid a finalement mis cette idée dans la poubelle, parce que les maladies infectieuses nous concernent. Je pense que si on a eu cette espèce de repli sur soi dans les pays occidentaux, c'est aussi parce que c'est la réponse effectivement dès qu'il y a infectieuse qui s'exprime quelque part en Afrique. C'est effectivement de fermer les frontières, de vouloir ne pas importer les cas, etc. Donc, moi, ce que je vois, c'est que l'Afrique a une réponse qui correspond à ces expériences. Et l'Occident a plutôt eu une réponse qui correspond à la manière dont elle répondait quand c'était une épidémie en Afrique. Et je pense que c'est un moment justement de se poser la question sur ce type de coopération au niveau planétaire, sur la santé, et qu'est-ce que c'est véritablement mondial? Est-ce que c'est investir dans quelques maladies ou est-ce que c'est véritablement investir sur les questions de développement? Merci beaucoup, Christian Clot. Bah, justement, je vais me tourner vers vous parce que c'est intéressant ce que vient de dire Yvonne Bourroux. Est-ce qu'il faut effectivement avoir une approche de la santé beaucoup plus globale, investir justement beaucoup plus globalement avec plus de coopération sur la santé au sens large? D'après ce qu'elle disait, justement, c'est plus un virus, c'est plus Ebola, qui était effectivement un virus qui restait beaucoup en Afrique. Là, c'est vraiment une problématique mondiale qui s'ouvre. Oui, je crois que c'est évident. Aujourd'hui, on voit bien, on est en train de parler beaucoup de médecine et on déconnecte parfois un petit peu le côté très théorique, très recherche du côté de terrain de les humains qui vivent. Il ne faut pas oublier que la santé, ça parle d'humains et que c'est les humains qui sont impactés et au-delà des humains, l'ensemble du vivant d'ailleurs. Elle disait les virus, c'est vrai, on voit ça, on pensait justement dans les pays en Europe que c'était, ça venait d'Afrique et que ça restait en Afrique. Et là, évidemment, soudainement, on se rend compte que les pays du Nord peuvent aussi être vecteurs de virus. Bien non sûr. seulement les pays du Nord, mais les premiers ministres aussi. On a vu Trudeau, on a vu Johnson qui ont été aussi impactés. Ça, c'est très nouveau de voir finalement qu'à tous les échelons, on peut être touché. Et ça, c'est aussi une remise en cause qui doit nous rappeler de choses toutes simples. C'est que ces virus, on ne peut pas simplement jouer à tout le temps nouveau virus, traitement, nouveau virus, traitement. On doit aujourd'hui réfléchir notre manière d'appréhender notre monde au niveau environnemental, au niveau écologique, au niveau, encore une fois, de santé cognitive. Parce que finalement, ce qu'on constate, c'est que tout ça se réunit sous un seul prisme. Et d'ailleurs, merci Yvonne Embrou de l'avoir dit, c'est la notion aussi d'éducation, finalement. De comment est-ce qu'on va amener les humains à comprendre ce nouveau monde dans lequel on vit et comment est-ce qu'on va pouvoir permettre le développement, non pas seulement en apportant des nouveaux vaccins ou des médicaments, mais comment on va apporter l'éducation pour finalement réduire nos impacts. Le but, c'est pas de soigner les virus.
Le but, c'est d'empêcher que les nouveaux virus puissent se développer. D'être mieux préparé aussi, D'être mieux peut-être. préparé et puis surtout de revenir à la raison. C'est-à-dire que ce vaccin, alors c'est fabuleux qu'il soit développé et merci de le faire. N'oublions pas aujourd'hui que le seul médicament qu'on pense efficace, le remdesivir, va être vendu à plus de $3000 pour pouvoir soigner quelqu'un. Là, on est dans l'irrationalité totale. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout dans la coopération. On est clairement dans l'avidité. Et je crois qu'on doit aujourd'hui réfléchir comment la santé mondiale doit se répartir sur l'ensemble du monde, arriver dans tous les pays de manière raisonnable. Sylvie Briand, vous êtes toujours donc à Genève. Le patron de l'OMS, justement, le docteur Tedros, il a prévenu il y a quelques jours, dans un monde divisé et face à un manque d'unité nationale et de solidarité mondiale, le pire est à venir. C'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'il y a un momentum aujourd'hui pour l'OMS, pour une réforme peut-être? Oui, je pense qu'il y a en tous les cas besoin de créer ces plateformes mondiales pour collaborer. Elles doivent certainement prendre une forme un peu différente de ce que ça a pris quand ces institutions des Nations Unies ont été créées. Intégrer justement des nouveaux acteurs comme les fondations, la Fondation Gates, des ONG, de secteur privé, etc., pour qu'il y ait vraiment une discussion sur le problème. Je pense aussi que ces plateformes doivent inclure probablement d'autres secteurs, aller au-delà du secteur santé, puisqu'on voit que dans cette crise, le secteur des transports, du tourisme a été très affecté, des secteurs économiques entiers ont vraiment été impactés par la crise. Donc c'est important en fait dans ce monde du 21e siècle, en tous les cas, qu'on regarde les crises sanitaires aussi avec un regard du 21e siècle, en offrant justement de nouveaux espaces pour collaborer et peut-être aussi de nouveaux outils, parce qu'on a aussi maintenant la chance justement de pouvoir se parler au téléphone ou par visioconférence. Enfin, il y a des opportunités qui sont données par les nouvelles technologies pour asseoir de nouveaux types de coopération aussi. Il faut redéfinir justement ce que disait Christian Clot, la santé en tant que telle, ne pas penser qu'au curatif, mais peut-être faire plus de prévention, essayer de prendre le mal à la souche. Oui, tout à fait. Je pense que la préparation, il faisait allusion aussi, la préparation est essentielle parce que il y aura de plus en plus de ces crises sanitaires parce qu'on est un monde de plus en plus connecté. Donc c'est pas qu'il y a plus de nouveaux virus, mais c'est juste que les nouveaux virus ont plutôt tendance à sortir de leur niche et à se disséminer que ce qui se passait avant. Donc on aura d'autres crises comme ça et je crois que c'est vraiment important d'avoir une préparation qui ne soit pas liée à un virus en particulier, mais justement en se demandant quelles sont les vulnérabilités de nos sociétés, qu'elles soient riches ou pauvres, et comment on peut, en tant qu'humanité, faire face à ces défis du XXIe siècle. Merci. Martine Fitchett, est-ce qu'il faut finalement plus d'investissements publics dans la santé? Comment mieux se préparer à à de nouvelles pandémies? Eh bien, alors, si on regarde un petit peu l'histoire, la perspective historique, si on pense à la grippe espagnole et à ces millions de morts, les virus, les épidémies vont continuer à être des problèmes. On peut s'attendre à une nouvelle épidémie de grippe mondiale. Et statistiquement, sans doute faut-il s'attendre à un nouveau Covid. Donc, il faut travailler à des niveaux de coopération et il faut agir. Je crois qu'on peut faire mieux la prochaine fois. On fera mieux. Si on y pense, je crois qu'il faut voir comment on peut être plus proactif, plus volontariste. Et vraiment penser à la sécurité sanitaire sur un plan mondial. Il faut investir dans la science de la préparation aux pandémies, la science de la R&D, des plateformes pour développer des vaccins. La science se développe très très vite et on a parlé de Gavi, on a parlé d'institutions et d'organismes qui existent et qui sont formidables, qui sont des outils très très importants. Donc, il faut nous assurer qu'ils soient bien financés et qu'ils puissent agir. Et on a parlé du développement et de l'investissement
dans de nouvelles capacités à mener des études cliniques, mais aussi comment nous pouvons travailler avec des autorités de réglementation mondiale. Parce que quand on est prêt, un jour peut faire la différence. Donc il faut qu'il y ait une harmonisation au niveau mondial entre les autorités régulatrices pour pouvoir agir immédiatement. Et je crois qu'un des derniers aspects de notre préparation, c'est qu'il faut qu'on fasse mieux en termes d'éducation du public sur les vaccins. Et je crois qu'il faut qu'on ait un débat plus solide sur la résistance de d'une partie de la population aux vaccins. Et il y a encore une partie non négligeable du public avec laquelle il faut avoir cette discussion pour les convaincre. Donc, si l'on regarde... Martin Fitchett, comment expliquez-vous qu'il y ait tant de théories complotistes anti-vaccins aujourd'hui, justement? Bon, il y a beaucoup de théories autour des vaccins. Certaines sont basées sur des données, d'autres pas. Et je crois qu'il faut laisser la science parler d'elle-même. Et regardez tout ce que les vaccins nous ont permis de faire en réduisant le fardeau de la maladie, la charge de la maladie, et ce, au cours de notre vie, à nous. Donc, certaines maladies font maintenant partie du passé. Et donc, en développant ce vaccin pour le Covid-19, eh bien, je pense que nous allons continuer la promotion des vaccins par l'action. Merci. Georgie Ghosh, Bill Gates avait alerté sur le fait que, je cite, « Nous ne sommes pas prêts pour la prochaine pandémie », c'est ce qu'il avait dit, en prenant pour preuve l'impréparation des États et des institutions scientifiques et sanitaires, la dernière apparition d'une épidémie d'Ebola. C'est ce qu'il avait dit, Bill Gates, il y a quelques années. Comment, encore une fois, mettre tout le monde autour de la table? Comment être mieux paré? Merci. Je pense que nous apprenons beaucoup en ce moment et de la façon dont nous avons réagi et nous avons pu créer, comme je l'ai dit, le Centre pour la préparation aux épidémies, donc qui, après la dernière crise, et ceci nous a permis de développer des outils, de progresser. On a besoin, bien sûr, d'outils de collaboration de façon à ce que nous soyons plus rapidement en mesure de trouver des protocoles de développement, des protocoles médicaux, des protocoles de provisionnement. Donc, bien sûr, on doit améliorer les choses et puis rapidement, nous devons pouvoir voir comment nous pouvons capter les meilleures puissance scientifique et bien sûr travailler à l'accès et voir quand est-ce que nous aurons ces vaccins et quand est-ce que nous avons un processus équitable pour savoir qui doit être vacciné en premier, en premier d'abord les personnels de santé, etc. Donc il faut trouver comment vont se faire ces équilibres donc. Georgie Ghosh, pour que même d'ailleurs Bill Gates prédise qu'il n'était pas prêt. C'est un manque de vision, un manque de moyens. Je pense que si on est... C'est très difficile de maintenir le point focalisé sur ce qu'il faut absolument faire, sur ce qui peut arriver. Donc je pense que c'est un problème humain. Donc je pense qu'il faut beaucoup plus investir. Et d'abord, bien sûr, il y a la surveillance, le suivi. Donc, on a parlé de l'Afrique, par exemple. Donc, des crises présentes qui nous ont permis de mieux analyser les premiers signes, les premiers indicateurs pour le déclenchement, la surveillance, le suivi, les tests, toutes ces capacités que nous devons avoir. Ça, c'est critique. Donc, on a vu ça pour Ebola, on le voit maintenant tous les jours. On l'a vu avec la polio. Et comme je l'ai dit, ensuite, la capacité à nous regrouper pour développer, travailler à la science et développer de nouveaux outils. Et je pense que c'est vraiment ce qui se révèle essentiel dans nos capacités de réponse.
Ça veut dire que pour la prochaine fois, il faudra avoir des masques, il faudra avoir des tests, il faudra pouvoir isoler les personnes qui sont contaminées. C'est ça la recette finalement d'une meilleure préparation? Tout d'abord, il faut des données, il faut des systèmes qui vont nous donner des informations rapides sur les conditions de santé que l'on observe. La surveillance épidémique, bien sûr, c'est la première chose. Ensuite, nous avons réfléchi à l'état de préparation, les fournitures, les approvisionnements. Bien sûr, ça se révèle tout à fait critique et donc nous devons avoir des plans de préparation. Nous devons être en mesure de voir comment nous allons développer de nouveaux outils et comment nous allons faire avancer la science suffisamment pour être prêts pour la prochaine crise. Donc, parce que pour pouvoir gérer la prochaine crise. Merci. Yvonne Mburu, finalement, comment tirer les leçons du Covid-19 en Afrique? Vous m'aviez parlé en préparation de cette émission d'un carnet de santé en Afrique, une sorte de système de santé transfrontalier. Est-ce que c'est ça l'avenir? Racontez-nous. Alors, je pense que, alors, pour juste évoquer le carnet de santé, c'est un projet que j'avais mené au de Conseil présidentiel pour l'Afrique afin de mettre la lumière sur l'Inde, répondre justement aux enjeux de santé dans les lieux où il y a effectivement une mobilisation assez forte des communautés impliquées. Et à un moment donné, on est allé au Sénégal et en Guinée, et ce qui nous a vraiment frappé, c'est que, vous savez, la géographie de gens-là, il y a le Sénégal, la Guinée, la Gambie et la Guinée-Bissau. Et ce sont en fait les communautés qui vivent dans ces zones plutôt transfrontalières sont des communautés. Donc, pour répondre aux enjeux de cette zone-là, les autorités de santé, les impliqués ont décidé de créer effectivement des systèmes de santé transfrontaliers qui chargent des patients, que les patients soient à la fois au Sénégal et puis quelques mois après se retrouvent en Gambie, etc., etc. Je pense que la leçon ici à tirer, pas seulement au Covid, mais vraiment par rapport aux santé mondiale, c'est qu'il faut créer un système de santé qui répond aux besoins des gens et pas le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons quand même une vision de santé mondiale qui est très verticale, qui répond à certaines épidémies comme le VIH, comme la tuberculose, comme le paludisme, en tout cas, s'agissant d'Afrique. Mais alors, ce que nous a montré Covid, si vous vous rappelez bien, au tout début de cette pays, ce qu'on nous demandait, c'était de laver les mains non-stop. Donc, lavez-vous les mains. J'aurais pensé que mettre de l'eau potable dans les maisons est une question de santé mondiale. Présentaliser l'approche de santé et les systèmes de santé que nous créons, parce qu'il faut répondre à tout enjeu sanitaire et de pouvoir faire ça. Il s'agit effectivement de penser à l'être humain et pas à la maladie. On est en train de vous perdre, on est en train de vous perdre, Yvonne Mburu. Donc j'ai compris, effectivement, il faut penser à l'être humain, c'est d'abord ça, être adapté à l'être humain, avoir cette approche de la santé. Et vous disiez effectivement que se laver les mains, dans les pays en Afrique, c'est pas évident, on n'a pas l'eau potable partout. Donc c'était un peu une drôle de solution. Christian Clot, finalement, quelle est la leçon à tirer de tout ça? Est-ce que vous voulez réagir justement à ce qu'a dit Yvonne Mburu sur cette façon de voir la santé, peut-être différente, ce que vous disiez depuis le début d'ailleurs? Modestement, la leçon. Donc. non, mais je pense qu'il faut vraiment, et je suis complètement d'accord avec Yvonne Mburu, il faut vraiment que... Parce que tout le monde a l'air d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait plus de coopération mondiale, Oui, même si effectivement il y en a eu trop peu. Ça, Qu'il y ait plus de préparation, parce qu'effectivement il y a eu trop peu de préparation. Mais je crois qu'il faut surtout arrêter de penser que la santé, c'est la médecine. La médecine, c'est une part de la santé. Et il y a tout le reste. Il y a dont on a parlé de l'éducation, la prévention, la manière de considérer notre environnement. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut surtout que dans cette volonté de créer un vaccin, un médicament qui sont nécessaires absolument, il ne faut pas qu'on oublie l'éthique, il ne faut pas qu'on oublie l'humain, il ne faut pas qu'on aille trop vite. On a mis des règles scientifiques
en place pour justement éviter fasse n'importe quoi, puis finalement que les vaccins ou les médicaments deviennent plus dangereux que ce qui soigne. Alors je dis pas que c'est en train de se passer, mais on doit vraiment respecter la volonté de l'humain qui est de pouvoir vivre le mieux possible sa vie et surtout de protéger notre environnement. Et ça, je crois qu'on est en train des fois un peu de l'oublier au profit d'une santé qui est très médicale, très laboratoire, et on doit retrouver le terrain, l'humain et ce qu'il représente. Alors justement, quand vous parlez des maladies qui viennent de la déforestation, est-ce qu'il faut donc s'attaquer à ces problèmes? Il faut s'attaquer au réchauffement climatique, c'est ce que disait au tout début le médecin australien qui était enregistré. Ça fait partie de ces problématiques réellement, ça change le lien entre l'homme et la nature, et il faut effectivement mieux protéger la planète. Oui, bien entendu, on est aujourd'hui, on va être 10 milliards sur la planète, c'est énorme, on a une densité de population qui est énorme, une circulation des populations, et on a un environnement qui se raréfie. On doit penser, alors réchauffement climatique, mais plus largement écologie, éviter les attaques sur l'environnement, et puis surtout respecter les espaces. Je crois qu'il faut qu'on retrouve des espaces, puis surtout, alors, les frontières doivent être cassées, réellement cassées, pour qu'on puisse simplement aujourd'hui avoir un échange d'informations beaucoup plus grand que celui qu'on a. L'enfermement ne résout jamais rien, le pessimisme ne résout rien, et je crois qu'aujourd'hui on est dans un moment où on va devoir réouvrir notre monde à la volonté de collaboration, et l'Afrique va vraiment avoir un rôle énorme à jouer, j'insiste là-dessus, parce que c'est le futur population la plus importante. Mais est-ce que ça veut dire décroissance, Christian Clot? Non, ça veut dire une croissance qui doit tenir compte de l'ensemble des périmètres de l'écologie. On peut avoir une croissance sur le solaire, sur la manière de produire de l'énergie, c'est une croissance aussi, sauf que ce sont différentes de celles qu'on a aujourd'hui. Et je ne crois pas qu'on doit être en décroissance, moi j'y crois pas beaucoup, l'humain a toujours voulu progresser, il ne va pas s'arrêter de progresser, mais on a des manières de progresser un peu différentes aujourd'hui. Donc vous ne voyez pas de contradiction, justement, la lutte contre le réchauffement climatique et toute la problématique environnementale et la croissance, donc je dirais, mais une croissance sociale. Oui, la croissance. Une personne qui apprend quelque chose, elle a fait une croissance. Elle n'est pas forcément financière, mais elle a fait une croissance. Donc on doit réfléchir à la croissance sur ce que va apporter à l'humain et à l'environnement, et pas seulement à des comptes en banque. Sylvie Briand, vous êtes d'accord un peu avec ce qu'a dit Christo? Qu'est-ce que ça pourrait donner au sein de l'OMS que de réfléchir ainsi à la santé de manière beaucoup plus globale? Je pense d'abord que c'est un peu le mantra de l'OMS quand même, hein, parce qu'on a toujours dit dans nos statuts que la santé, c'était un état de bien-être total, social, physique, etc. Donc je pense qu'on est tout à fait dans cette logique, et pour nous, enfin moi je travaille surtout sur les épidémies. Ce qui est très important pour nous, c'est justement d'engager la société civile et les communautés dans la lutte contre les épidémies. Ça m'a un peu frappé tout à l'heure ce qu'a dit notre collègue justement Martin Fitchett, je crois que c'était lui qui disait qu'il faut éduquer les populations. Moi, à mon avis, il faut passer à l'étape suivante, qui n'est pas seulement d'éduquer, il faut les informer évidemment, mais il faut surtout qu'ils soient partie prenante de la solution. Il faut qu'on décide des solutions avec les gens, et je pense que c'est ça qui nous aidera à faire face aux épidémies du futur, parce que les épidémies, par définition, ça se transmet de personne à personne, et donc c'est effectivement le lien interhumain qui est en jeu, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc c'est pas seulement chaque individu qui doit se prendre en main, mais c'est bien aussi les communautés, les sociétés qui doivent aussi réfléchir à la façon dont ils peuvent faire face à des épidémies. Et il y a transmission d'humain à humain, comme vous dites, mais il y a d'abord transmission d'un animal à un humain, si je comprends bien. Donc est-ce qu'il faut prendre le problème à la racine? Est-ce que ça Alors fait on le prend à la racine, on a une collaboration très étroite avec la FAO, l'OIE. On a des programmes justement qu'on appelle à l'interface homme-animal pour essayer de gérer mieux cette interface où effectivement il y a les émergences. Mais par exemple, il y avait beaucoup de discussions sur les marchés, qu'il faut fermer les marchés. Mais en fait, les marchés, c'est aussi l'endroit où les gens achètent la nourriture, et pour certains, avoir accès à un marché, c'est aussi l'endroit où ils vont pouvoir justement se nourrir. Donc il y a dans toutes les mesures qu'on peut mettre en place dans la santé publique, il va y avoir un impact sur la vie sociale, et donc il faut vraiment mettre en balance, en équilibre les bénéfices pour la santé, puis aussi les bénéfices pour la société tout entière. Mais est-ce que ça veut dire des mesures plus drastiques, par exemple, des mesures plus drastiques sur ces marchés, par exemple? Ça veut dire qu'il faut déjà bien comprendre comment la transmission se fait dans les marchés, parce que pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé l'animal intermédiaire. Donc il faut plus de science pour essayer de mieux comprendre. Donc ce n'est pas le pangolin.
Ben, le pangolin, certainement, à un moment donné, a hébergé le virus, mais il y a d'autres animaux. On a vu que les tigres, les chats, les visons, enfin, il y a d'autres animaux qui peuvent héberger le virus. Donc, on est encore en train de chercher quel était l'autre intermédiaire. Et ensuite, on prendra des mesures, mais ça devait être des mesures qui vont être fines, qui vont être focalisées sur un vrai problème et pas une mesure un peu passe-partout, fermer complètement les marchés pendant une durée indéterminée, par exemple. Merci. Martin Fitchett, vous parliez il y a quelques instants des régulations. Est-ce que, justement, parce qu'on est dans une situation exceptionnelle avec ce Covid, est-ce que ça signifie que les régulations sur les vaccins des différents pays pourraient exploser ou en tout cas être appliquées de manière plus molle? Non, non, je ne dis pas ça du tout et c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faudra toujours avoir des réglementations très strictes. Donc, vraiment, la sécurité des vaccins, l'innocuité. Vous administrez un vaccin et dans ce cas, à des milliards de gens potentiellement. Et donc, la sécurité, l'efficacité sont cruciales. Mais l'innocuité, donc il ne faut pas être moins rigoureux, certainement pas. Il faut réfléchir à des façons dont on peut harmoniser les recommandations réglementaires, être certain que les régulateurs peuvent fonctionner ensemble, qu'ils comprennent d'autres, qu'ils acceptent leurs décisions mutuelles et donc qu'on puisse développer les vaccins. Donc l'harmonisation de la réglementation est essentielle. Mais je voudrais dire également, donc, pour fermer le cercle, le niveau de réponse et d'implication des autorités réglementaires a été stupéfiant. On est vraiment dans discussion en temps réel avec les régulateurs. Et donc, dans la journée, pratiquement, tout le monde prend ceci très, très au sérieux. Donc, voilà. Donc, mais je suis certain que on peut, une fois qu'on sera sorti de ceci, donc, je pense que est-ce qu'il peut y avoir, on peut réfléchir peut-être à de meilleures formes ou procédures de réglementation et de régulation, parce qu'à ce stade, ça n'a pas été le cas. Est-ce que la précipitation, si je puis dire, avec ce qui se passe aujourd'hui autour du Covid, est-ce que ça ne donne pas lieu à des erreurs? Lorsqu'il y a une accélération sans précédent telle qu'on l'a vu maintenant, il faut être extrêmement prudent également de ne pas commettre d'erreurs. Et donc, il faut être certain simplement que nos réglementations sont rigoureuses, qu'on a les plus hauts niveaux de qualité, de R&D, en fabrication, partout, c'est ce que nous faisons. Donc, il faut simplement assurer qu'il n'y ait pas de problème. Mais il faut avancer rapidement, cependant. Et quand on réfléchit à la perte en vie humaine, qui est quand même assez dramatique, donc bien sûr, c'est un état d'urgence. C'est un état d'urgence pour toutes les parties impliquées, pas simplement l'entreprise de recherche et développement, les gouvernements, les régulateurs, les fabricants, tout le monde. Donc on travaille très bien ensemble, nous avons montré, donc l'urgence et la vitesse ne veulent pas dire qu'on va faire un mauvais travail, absolument pas. En Chine, d'après ce que j'ai lu, ils allaient commencer à tester sur un vaccin sur des militaires. Est-ce que humainement, on ne risque pas de, je dirais, de dépasser un peu les limites, à votre avis? I can't really comment on those reports. Je ne peux pas commenter ces rapports. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces pays-là, très honnêtement. Nous, on va suivre ceci avec attention, notamment la qualité et la rigueur des essais qui vont être effectués. Mais les normes les plus rigoureuses doivent être observées dans le développement et la mise en œuvre d'un vaccin. Ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas négociable, pardon. Gargi Ghosh, une dernière question, un peu de conclusion. Finalement, vous, à la Fondation Bill et Melinda Gates, vous êtes très axés sur les vaccins depuis toujours, sur les différentes épidémies. Est-ce que cette fois, est-ce que vous pensez que vous pouvez tirer les leçons des vaccins précédents? Est-ce que franchement, vous pariez sur un vaccin qui sera accessible à tous? Est-ce que c'est ce que vous dites à la Fondation Gates? Et qui soit bien sûr sécurisé, hein, efficace. Donc, oui, bien sûr, nous sommes
focaliser sur ces vaccins qui doivent être sûrs, bien entendu. Et encore une fois, le plus rapidement possible, cela va sans dire, bien sûr. Donc, nous devons être bien attentifs aux populations vulnérables, aux travailleurs de santé, et bien sûr, l'objectif étant éventuellement, bien sûr, un accès équitable pour tous. Cependant, je voudrais conclure en insistant sur le commentaire que plusieurs personnes ont fait aujourd'hui. En plus de cette réponse spécifique à la COVID, pour nous, ceci a démontré la dimension critique des services de santé fondamentaux. Et nous sommes dans une situation dans beaucoup d'endroits du monde où, en fait, les décès dus à des causes non Covid, par exemple, donc l'absence, les arrêts de vaccination ou les services de maternité, etc., pourraient causer plus de décès que le Covid. Et donc, c'est la démonstration qu'il est important que les systèmes de santé primaires soient vraiment fournis, qu'ils assurent la protection fondamentale pour les populations dans le monde entier. C'est vrai qu'en Afrique aussi, lorsqu'il y a un confinement, on ne travaille pas. Et lorsqu'on ne travaille pas, on a d'argent à la maison et on peut mourir de faim. Enfin, ça se voit en ce moment dans certains pays d'Afrique face à ce Covid. Donc, en fait, effectivement, comment faire face à ces problèmes qui sont, je dirais, qui vont bien au-delà que la seule crise du Covid lui-même? Je pense que ce qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est de pouvoir mener effectivement une sorte de coopération internationale entre pays qui permettra d'aller au-delà des enjeux qui peuvent nous arriver, que ce soit une nouvelle virus, une forme d'épidémie. Alors, en Afrique, c'est vrai que c'était très, très compliqué de mener ce type de confinement qu'on a vu en Occident, mais en même temps, c'était aussi très compliqué au niveau de scientifiques de pouvoir faire le travail. Et là, je fais écho comme déjà été fait par Madame Gauche, par exemple, et d'autres intervenants, qu'il faut une vraie partage d'informations scientifiques. Alors, ça se fait déjà, c'est vrai que ce qu'on a vu pendant cette pandémie, c'est du jamais vu au niveau de la scientifique, mais il y a encore vraiment un besoin de plaider pour le open data, c'est-à-dire plus les pays partagent leurs données, plus on est tous riches, puisque c'est le savoir qui se crée à partir de ces données-là, et ça permet d'autres de façonner leurs réponses de façon plus réfléchi avec alors au-delà de ça, encore de contexte Covid, je pense qu'il y a d'autres maladies qui ont été oubliées. Pendant ce temps de Covid, pendant qu'on se concentre à ce virus, il y a encore une norme de grossesse chez les adolescents. Il y a l'arrêt de programme de vaccination contre, par exemple, le polio. Il y a au mot de M. Clos. Et donc, quand on pense de cette question de santé planétaire, il faut effectivement la prendre dans tous ces volets sans vouloir trop se concentrer sur un virus, sur une maladie. Merci. Il reste 5 minutes et je vois qu'on a une question d'un quelqu'un qui nous suit donc sur Internet. Comment assurer une santé pour tous et partout? Il ne s'agit pas uniquement de faire venir des professionnels d'ailleurs, mais également de participer à la formation des professionnels locaux. Est-ce que vous voulez répondre peut-être à cette question, Christian Clot? Oui, je crois que ce qui a été dit là, c'est qu'on doit aller au-delà de la médecine, mais clairement, il n'y a pas de budget suffisant pour étudier ce que le cerveau est par rapport aux situations qu'on est en train de vivre. Il n'y a pas de budget pour étudier les paradigmes humains par rapport aux situations de crise et comment on va les faire évoluer. Parce qu'on ne peut pas former des humains sans avoir compris comment ils sont et comment ils réagissent face aux crises. Et là, clairement, j'invite d'ailleurs volontiers la Fondation Melinda et Bill Gates de s'emparer de ces sujets bien au-delà des problèmes médicaux. Et oui, il faut former pas seulement les médecins, mais tout le monde à bien comprendre la situation, les virus bien sûr et les vaccins comme le disait Martin Fitchett, mais bien au-delà, tout ce que représente notre humanité, notre humanisme médical, environnemental et tout ce qui va autour. Là, on a un gros travail et effectivement, il faut impliquer tout le monde. On a 10 milliards de cerveaux, enfin on aura 10 milliards de cerveaux sur Terre, il n'y a pas un cerveau qui est moins capable que l'autre. C'est vraiment cette implication de l'ensemble de notre capacité cognitive commune qui trouvera les bonnes solutions. Kadji Ghosh, vous voulez peut-être réagir à cette question. Il faudrait juste qu'il y ait une formation des professionnels locaux pour que la santé soit mieux considérée.
Oui, absolument, bien sûr. La plupart des familles sont soignées par des soignants locaux, des cliniques, des dispensaires. Et nous sommes vraiment concentrés, nous avons concentré beaucoup de nos efforts sur le développement des capacités locales. Je pense au Nigeria, par exemple, parce que nous nous rendons compte que les travailleurs de la santé en local sont vraiment le vecteur qui marche le mieux pour venir satisfaire les besoins des communautés locales. La santé ou au niveau mondial, mais en tout cas, certainement pas seulement au niveau des États. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat, à ce panel. Merci Christian Clot, Sylvie Briand, Martine Fitchett, également Gardji Ghosh, Yvonne Mbourou, Tilman Ruff et puis Isabelle Méjean. Et merci à tous de nous avoir suivis.